Eh bien, puisqu'il y a déjà pas mal de monde, on va commencer. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous sommes heureux de vous retrouver pour la première conférence de Terre à Terre cette année. Et cette conférence appartient au volet donc, du cycle de conférences, donc au volet alimentation, du cycle de conférences qui s'appelle Comment vivre dans un monde dérégulé. Donc, Terre à Terre, c'est l'association étudiante écologie et environnement de l'ENS Paris-Saclay. Et ce soir, nous sommes accompagnés de Marc-André Sellos. Donc, bonsoir et nous vous remercions Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Donc, Marc-André Sellos, vous êtes spécialiste de champignons, particulièrement des associations donc symbiotiques champignons végétaux. Donc, vous êtes un ancien normalien de l'ULM et vous avez passé l'agrégation de sciences et vie de la Terre. Et vous avez également réalisé une thèse dans la génétique des populations des champignons. Vous êtes actuellement professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris depuis 2013, où vous dirigez également une équipe de recherche donc, dans l'Institut de systématique, évolution et biodiversité. Vous êtes également impliqué dans divers travaux au-delà et par-delà le monde, au-delà de la France, en Chine, en Pologne. Et vous êtes activement impliqué dans la vulgarisation scientifique qui est chère à votre cœur. Donc, ce soir, nous discuterons des micro-organismes et donc de microbes. Donc, c'est un sujet assez intéressant puisqu'en temps de pandémie, on entend souvent parler des microbes plutôt du côté des mauvais microbes, plutôt pas en bien. Et donc, pourtant, ces organismes, ces êtres vivants sont omniprésents dans notre quotidien, dans nos maisons, même dans notre alimentation et même, pour ainsi dire, dans notre intestin. Donc aujourd'hui, notre pratique agricole menace de nombreuses espèces et détruisent notamment les sols et les écosystèmes, et ce qui finit par nuire à notre propre santé. C'est donc de tout cela que nous allons discuter ce soir avec vous, Marc-André, et donc je vous laisse la parole. D'accord. Alors, merci donc de cette invitation. Je vais vous présenter en fait une conférence qui est un peu une conférence à la base grand public, mais que j'ai un peu renforcée pour vous, pour faire exactement le tour de tout ce qui est présence microbienne autour de nous. Ce que je ne sais pas, par contre, c'est dans les promotions qui sont présentes, est-ce qu'il y a que des biologistes ou pas? Non, on a des gens de différentes filières, on va avoir un peu de toutes les filières. Ok, bon, c'est une précision utile. Alors, on y va. C'est parti. Alors. Voilà, donc vous devez avoir, je pense, mon écran. C'est bon? Oui, on voit très bien. Et alors, ce que je voudrais vous montrer, donc, c'est que finalement, le monde microbien, en réalité, compose et aide à fonctionner tout ce qui nous entoure. Alors, bon, la première chose que je voudrais proposer comme idée, c'est qu'il n'y a pas de plante sans microbes. Et je pense que cette idée-là, elle commence à la base même de ce que c'est qu'une plante, parce que pour tout le monde, une plante, c'est vert. Pour tout le monde, une plante, ça fait de la photosynthèse. Et cette couleur verte, en fait, c'est déjà une indication de cette présence microbienne au cœur de ce qu'on appelle une plante. Bon, c'est donc plus ou moins clair pour tout le monde selon vos cursus, mais je pense que tout le monde se souvient qu'au lycée, vous avez envisagé que c'était la chlorophylle qui était la raison pour laquelle les plantes sont vertes. Cette chlorophylle est située dans des parties de la cellule qu'on appelle les chloroplastes. Et ces chloroplastes, en fait, ils ont la caractéristique d'être des corpuscules de la cellule qui se divisent. Ils ne se néoforment jamais, ils sont toujours issus de la division d'un chloroplaste. Il y en a un là qui est en train de commencer à se diviser, on le voit très bien sur l'écran. Ces corpuscules qui contiennent la chlorophylle sont ceux où, grâce à l'énergie lumineuse qui est ainsi captée, sont fabriqués les sucres et donc en particulier sont fabriqués l'ensemble des ressources carbonées de la plante. C'est la photosynthèse. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la photosynthèse, eh bien, et le chloroplaste, c'est tout simplement le reste d'une bactérie intracellulaire. Enfin, on peut même dire que c'est une bactérie, mais qui vit dans les cellules, du groupe des cyanobactéries.
Ces cyanobactéries, bon, vous allez voir que vous les connaissez, hein, tout le monde les a déjà vues sans les voir, mais elles sont intégrées au sein de la cellule, où elles se développent, où elles se transmettent de génération en génération, et c'est en fait la capacité à avoir hébergé une cyanobactérie qui a permis aux plantes d'être vertes et de là de faire la photosynthèse. En d'autres termes, quelque chose d'aussi essentiel que la photosynthèse et la couleur chez la plante, c'est quelque chose que les plantes ont attrapé quand on attrape une maladie. Elles l'ont attrapé d'une bactérie qui est devenue intracellulaire et héritable. Alors quand vous regardez ce panorama, c'est une gorge calcaire, on voit très bien donc toutes les cyanobactéries qui sont dans les plantes, hein, et qui font le vert des plantes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi la patine un peu grise du calcaire, un gris qui est marqué par endroits vraiment d'espèces de traces un peu pisseuses et noires. C'est ce qu'on a aussi d'ailleurs sur les façades en ville aujourd'hui, et ce n'est pas de la pollution pour le coup. L'endroit où on se trouve, ce n'est pas un endroit où il y a de la pollution, c'est bel et bien des cyanobactéries qui vivent libres et qui font de la photosynthèse à la surface des roches. Cette patine grise qu'ont les roches, c'est des cyanobactéries libres. Et vous réalisez à quel point finalement les cyanobactéries sont présentes et colorent notre environnement visuel. Bon, certaines sont devenues des cellules des plantes et finalement sont devenues des pivots par la capacité à faire la photosynthèse, des pivots de la façon dont vivent les plantes. Alors, quand on pense à la plante, bien sûr, il y a la photosynthèse qui la nourrit, mais il y a aussi l'exploitation du sol. Or, l'exploitation du sol, eh bien, c'est pour une large partie quelque chose que les plantes ne font pas seules. Je vais vous donner un exemple de ça en vous proposant le cas des pins. Alors, les pins, vous savez, c'est des arbres qui poussent vite et droit, et puis qui ont un bois plein de résine, qui était un bois qui était très utilisé pour faire des navires. Bon. Et puis surtout, ça fait partie des premiers arbres qui poussent quand on abandonne une pâture ou quand on arrête l'agriculture. Ce sont des arbres qui sont un peu pionniers dans les forêts. Simplement, ils sont dans l'hémisphère nord seulement, et quand les Européens sont arrivés avec des bateaux en bois pour coloniser l'Amérique du Sud ou l'Afrique, eh bien, il n'y avait pas de pins et ils ont voulu les introduire parce que c'était la meilleure façon de réparer leurs bateaux qui avaient souvent vraiment souffert dans la traversée. Or, ce qui s'est avéré, c'est que ces pins ne poussaient pas. Ils ne poussaient pas du tout. Les graines plantées dégénéraient rapidement, les premières aiguilles formées jaunissaient et ça crevait. En fait, rapidement, ces premiers navigateurs qui arrivaient là ne se sont pas démontés, ils ont très pragmatiquement amené des petites plantules comme celle qui est à l'écran, et avec un peu de terre et qui se développaient déjà, ils les ont plantées et ces plantules-là, elles ont effectivement réussi à pousser, tant et si bien d'ailleurs que les pins sont devenus aujourd'hui des plantes invasives dans ces régions-là, qui menacent la biodiversité indigène en Amérique du Sud et en Afrique. Ce qu'ils ont fait sans le savoir, et qu'on voit bien sur cette image, c'est qu'ils ont, avec les racines, amené des champignons du sol qui non seulement explorent le sol, comme vous le voyez, avec plein de filaments microscopiques, mais ces champignons filamenteux sont aussi capables, et vous le voyez avec ces traces un tout petit peu, enfin ces zones un petit peu blanches, de venir s'associer aux racines. Ils font ce qu'on appelle, bon, à ma gauche, il y a un champignon blanc, à ma droite, un champignon noir, qui font ça sur des racines de pin. Ils font ce que l'on appelle une mycorhize, c'est-à-dire un organe mixte avec un champignon qui vit en partie dans le sol et qui, d'autre part, s'associe aux racines des plantes. Et cette interaction-là, elle est vraiment vitale. Elle se fait chez nous partout parce que ces champignons sont présents dans nos régions, mais en fait, le fait d'avoir mis les pins dans une région où il n'y avait pas ces champignons-là, ça a permis de révéler, bien involontairement, que cette association est vitale. Sans elle, l'arbre ne survit pas. Alors, les champignons qui font ça sont les champignons qu'on trouve sous les arbres forestiers de chez nous. Ce sont les russules, ce sont les lactaires, ce sont les amanites, ce sont les girolles, tous les cèpes et tous les bolets. Et puis aussi les truffes, d'ailleurs, qu'on trouve sous les arbres toujours pour cette raison-là. Ces champignons-là ont également besoin vitalement des arbres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans cette interaction, la plante fournit du sucre et des vitamines aux champignons qui, à force d'être nourris par les plantes dans son évolution, perdu la capacité d'exploiter d'exploiter directement des ressources dans les sols où il pousse. En revanche, ce champignon a gardé la capacité d'exploiter de l'eau et des sels minéraux dans les sols, qu'il va en partie céder à la plante. Et finalement, les deux partenaires dépendent strictement l'un de l'autre pour leur nutrition. Ce n'est pas grave parce que la plupart du temps, en région tempérée, il y a des arbres. Et donc, les champignons en question poussent dès qu'il y a un peu de forêt. Il y a ces champignons et leurs spores un peu partout, donc les arbres comme les pins poussent un peu partout. Et cet organe mixte, la mycorhize, qui leur permet de se nourrir, eh bien, il est présent, il se fait naturellement chez nous sans encombre. En revanche,
quand il n'y a pas ce champignon, la plante ne se développe pas. Alors, vous allez me dire, bon, chez nous, il y a aussi des plantes herbacées, et puis il y a aussi des arbres sur les tropiques. Et la question, c'est de savoir, est-ce que cette association aux champignons prévaut aussi? Alors, à l'écran, vous avez du maïs, et ce maïs, vous voyez, à droite, il fait d'abondantes racines. Et ces racines, pour le coup, ne sont pas des racines. Parce que quand vous les regardez au microscope avec une coloration ad hoc, vous vous apercevez qu'il y a dedans des champignons qui font des filaments courants entre les grandes cellules ici rectangulaires de la racine, et ces champignons pénètrent dans les racines en se ramifiant en une structure qui est en fait, ça pénètre dans les cellules des racines en se ramifiant en une structure qu'on appelle un arbuscule. Et cette structure-là est en fait tout simplement la structure d'échange entre les cellules de la racine, qui sont pénétrées par l'arbuscule, et les filaments du champignon. Donc, ce qu'on appelle des racines ordinairement sur les plantes herbacées de nos régions et sur les plantes herbacées et les arbres des régions tropicales, c'est aussi des mycorhizes, mais où le champignon est moins visible et plus interne. Et dans ces cas-là également, qui sont la majeure partie des cas, 90% des plantes en fait ont des mycorhizes et 80% c'est des mycorhizes de ce type-là. Dans ce cas, l'interaction est la même. La plante fournit des sucres et des vitamines aux champignons qui lui-même fournit de l'eau et des sels minéraux qu'il a récoltés dans le sol à la plante. Voilà. En fait, cette règle, elle est générale. 9 plantes sur 10, elles ne se nourrissent pas sans champignons. Donc, vous voyez que l'alimentation est entièrement construite autour de microbes, des champignons pour exploiter le sol et puis les bactéries dans les cellules qui réalisent la photosynthèse, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces champignons ont aussi un rôle de protection. Alors là, je voudrais vous rappeler que vous avez vu des mycorhizes d'arbres, et là, vous avez vu que le champignon est très présent à l'extérieur, il fait une vraie chaussette autour des jeunes racines, vous sentez un vrai écran, un écran protecteur. Effectivement, l'existence de champignons sur les racines qui forment des mycorhizes, c'est une protection à la fois parce que ces champignons occupent le terrain et mangent tout ce qu'il y a à manger, donc c'est moins facile pour un parasite de s'approcher, mais aussi et surtout parce qu'en fait, ils sont capables de produire des antibiotiques ou des molécules qui protègent la racine en éliminant les champignons pathogènes. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est juste qu'en réalité, tout champignon qui est capable de tuer ou d'abîmer ou de concurrencer efficacement des pathogènes, eh bien, se développe mieux. Il se développe mieux parce qu'il a accès à des racines plus durables, plus longévives, et il ne se les fait pas piquer, tout simplement. Bon, mais en réalité, cette histoire de protection par les champignons colonisant les racines n'est pas qu'un effet direct du champignon, il y a aussi des effets indirects. Regardez plutôt ces expériences réalisées sur des feuilles de tabac. Alors le tabac, c'est une petite plante herbacée, elle a donc ces fameuses mycorhizes à arbuscules que je vous montrais précédemment, et on va élever dans des sols assez riches et où donc la nutrition ne pose pas de problème, même quand on n'est pas mycorhizé, on va élever ces tabacs eh bien, avec ou sans champignons sur les racines, donc non mycorhizés ou mycorhizés. On prend une variété moderne et donc tous les individus sont génétiquement identiques, hein, c'est les variétés élites, donc on n'a pas de différence génétique et on fait l'expérience sur plusieurs plans d'inoculer en 2 points un champignon qui est l'agent de la pourriture grise. Alors vous le connaissez comme agent de la pourriture noble sur des raisins un petit peu âgés, hein, mais pour le coup là c'est l'agent de la pourriture grise. Et vous voyez que ici vous avez des lésions grises qui se développent, petites dans ce cas-là, ou très larges. J'espère que vous le voyez bien sur votre écran dans ce cas-là. On a donc des lésions qui se développent et quand on regarde la surface de ces lésions, on s'aperçoit qu'elles sont plus de 2 fois plus grandes quand les plantes ne sont pas mycorhizées que quand ils sont mycorhizés. Alors ça, c'est un peu étonnant parce qu'ils sont tous génétiquement identiques, mais voilà, ils sont plus malades quand ils ne sont pas mycorhizés. Et croyez-moi, ça a été vérifié par les auteurs de cette publication. Pour le coup, eh bien, ce n'est pas un problème de nutrition plus ou moins efficace. Ils ont des teneurs en azote et en phosphate qui sont identiques, ces plants mycorhizés et non mycorhizés, grâce à la fertilisation des peaux. Quand on regarde l'accumulation des composés de défense, bon, ici j'ai pris un exemple, c'est une protéase que la plante produit et qui va en fait découper les enzymes avec lesquelles le champignon attaque et détruit les cellules, ce qui provoque le grisonnement. Mais il y a des résultats sur d'autres défenses qui vont dans le même sens. On s'aperçoit que, bien sûr, au début, il n'y a pas, à 12 heures, il n'y a pas de défense induite. Les défenses sont vraiment mises en place après l'attaque. Par contre, à 24 à 72 heures, on voit très bien que les plantes mycorhizées eh bien, accumulent plus rapidement et plus fortement des défenses, et c'est sans doute ça qui fait qu'ils sont moins malades que les plantes non mycorhizées qui, eux, réagissent plus lentement.
En gros, le système immunitaire fonctionne mieux quand la plante est mycorhizée. On sait aujourd'hui que les champignons mycorhiziens injectent des tout petits peptides, des toutes petites protéines modulatrices dans la plante. Ils en injectent des centaines et on pense, même si ce n'est pas vraiment démontré, que cette meilleure accumulation de composés de défense provient en fait d'une modification du système immunitaire par ces petits peptides. Quoi qu'il en soit, vous comprenez que le système immunitaire n'est parfaitement fonctionnel que quand la plante est mycorhizée. Tant qu'elle n'est pas mycorhizée, il n'est pas complètement développé, il n'est pas complètement fonctionnel, et pour le coup, la plante répond moins aux maladies. D'ailleurs, laissez-moi vous le dire, pour le coup, la pourriturise, ce n'est pas une maladie du tabac. Par contre, non mycorhizé, le tabac peut être malade de la pourriturise. Donc le botrytis devient un parasite quand il n'y a pas de champignon mycorhizien, mais il faut bien que vous compreniez que ça n'existe pas dans la nature une plante non mycorhizée. Ça veut juste dire ça que dans la nature, une partie de l'efficacité de la défense des plantes, elle est due à la présence de mycorhizes qui ont modifié le fonctionnement du système immunitaire. Ensuite, là, on a touché au développement. Finalement, le développement du système immunitaire n'est arrivé à son terme que quand on a rencontré un champignon mycorhizien. Mais je voudrais terminer avec une dernière anecdote sur le développement. Je vais maintenant vous montrer que les arbres que vous voyez depuis tout à l'heure sur cette diapositive ont une forme aberrante. Il n'y a pas de branches basses, vous voyez, il y a juste une canopée de branches portant des feuilles en hauteur. Et ça, c'est la forme habituelle d'un arbre. Bon, mais quand on réfléchit un petit peu, ces arbres, ils ont été jeunes. Et quand ils sont jeunes, ils ont la forme d'un buisson qui pousse par le bout des branches. Si vous regardez ce buisson-là et que vous l'imaginez dans 50 ans, bon, certes, il y aura un tronc là, mais il devrait encore y avoir des branches qui dépassent. Où sont passées ces branches? Quand les arbres poussent seuls, on sait très bien qu'il y a des branches dès la base. Alors, on se dit, oui, mais quand ils poussent en groupe, il n'y a pas de lumière et les branches basses disparaissent. Moi, je veux bien qu'elles meurent. Mais pourquoi elles disparaissent? Je veux dire, je veux bien que les branches basses qu'il y avait sur cet arbre quand il était jeune, par exemple, elles ne soient plus là. Enfin, elles soient mortes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elles ont disparu. Alors, en réalité, l'histoire est plus compliquée. Je vous montre ici des cupressus et des pins de l'espèce Insignis qui ont été introduits de Californie et qui ont été introduits en Bretagne. Bon. Vous voyez ici que les branches basses, pour le coup, elles restent. Alors, elles sont moribondes, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de lumière, voire même elles sont mortes, mais elles sont présentes. Et là, vous retrouvez l'idée que quand on introduit un ligneux, eh bien, les branches basses ne disparaissent pas. Les branches basses qu'il a eues quand il était jeune persistent. Parce que là encore, il manque l'introduction de champignons. Effectivement, la disparition des branches basses, c'est une histoire de champignons. Vous avez ici des hêtres et je vous montre un exemple de petit champignon qui va dévorer les branches basses du hêtre. Alors, c'est un pathogène de faiblesse, c'est-à-dire qu'il s'installe sur des branches affaiblies par le manque de lumière, il les tue et il les dévore. D'autres champignons vont se contenter de dévorer des branches qui sont mortes d'elles-mêmes, faute de lumière. Mais le bilan, c'est que très rapidement, cette branche tombe. Le champignon, lui, est incapable de pénétrer dans le tronc parce que dans le tronc, qui est beaucoup plus épais, il y a moins d'oxygène. Bon, donc il meurt aussi. Il a fait des spores entre-temps, donc ce n'est pas très grave. Et vous voyez des bourrelets cicatriciels qui vont petit à petit refermer cette cicatrice et permettre trois choses. La première, c'est que vous n'allez plus avoir de point d'entrée quand ce sera complètement refermé de maladies qui pourraient rendre le tronc creux. La deuxième, c'est que comme ces cicatrisations vont permettre à des cernes beaucoup plus continues de se produire, eh bien vous allez avoir une belle fibre continue qui va donner un tronc beaucoup plus résistant mécaniquement que si le tronc grandissait en englobant des moignons de branches et des restes de branches dans sa croissance. Vous avez un tissu beaucoup plus résistant. Et vous voyez que donc, à la fois en évitant que l'arbre ne risque de devenir creux et en faisant des fibres qui vont être maintenant plus continues et en augmentant la résistance mécanique, ce que je suis en train de vous décrire est vraiment quelque chose qui est important, non seulement dans le développement de la forme, mais aussi dans la santé de l'arbre. Le bilan, c'est qu'en réalité, les arbres sont taillés par des champignons qui dégradent les branches mourantes ou encore s'attaquent aux branches mourantes en les tuant et qui vont donner ce port vertical qui est à la fois la forme de l'arbre en groupe, mais également quelque chose de très important pour sa santé. Et j'espère vous avoir, avec ce dernier exemple, démontré le rôle dans le développement des microbes. Allez, une dernière fonction encore
après la nutrition, la défense, le développement, la reproduction. Des expériences ont été réalisées sur le sureau. Alors, vous savez que le sureau fait des groupes de fleurs très, très odorants, hein, dont on fait des sirops, des vins, ou qu'on peut même distiller d'ailleurs après fermentation. C'est une plante aux fleurs extrêmement odorantes et une équipe s'est amusée à passer sur des groupes de fleurs des antibiotiques par fumigation, par voie gazeuse. Alors, vous avez un lot de fleurs témoins qui, au cours du temps, commencent à émettre un tout petit peu moins d'odeur. Ce sont surtout des terpènes qui sont émis dans les odeurs, parce que les fleurs vieillissent. Vous avez un autre lot qui émettait beaucoup auparavant et qui, après fumigation, se met à émettre beaucoup moins de terpènes, 3 fois moins. Et une étude détaillée de ce qui se passe montre qu'en réalité, les précurseurs de terpènes volatiles s'accumulent. Et ce que ça veut dire en creux, c'est que la volatilisation des terpènes est donc une partie de la réalisation de l'odeur florale. C'est un travail de microbes chez le sureau. Vous voyez que même dans la production, ils sont présents. Alors, on peut commencer à trouver ça un petit peu bizarre qu'ils soient dans toutes les fonctions, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce n'est pas une bizarrerie de plantes. Ce n'est pas juste que les plantes, en étant immobiles, sont colonisées par des microbes. Non, non. C'est que pour le coup, c'est vrai aussi chez les animaux, c'est vrai en fait de tous les grands organismes. Alors maintenant, venons-en à ces animaux et envisageons déjà le fait qu'ils ne digèrent pas bien et qu'ils ne se nourrissent pas bien sans microbes. Mon premier exemple, qui est vraiment paroxystique, c'est celui de la vache. Alors ceux qui ont fait une prépa agro ne vont pas être très étonnés par ce qui va se passer. Les vaches, elles ont un gros ventre et elles passent leur journée à ruminer, c'est-à-dire à mâchouiller, alors même qu'elles ne sont pas en train de prendre de l'herbe par terre. 10 heures par jour de rumination. La dernière particularité des vaches, quand on regarde les bouses, c'est que dans les bouses, il y a des morceaux d'herbe. Alors ça, c'est bizarre pour un organisme qui est censé digérer de l'herbe. Et non seulement il y a des morceaux d'herbe, mais quand on les colore avec des colorants qui colorent les deux grands composants de l'herbe, la cellulose, qui ici est colorée en rose, et la lignine, qui ici est colorée en vert, eh bien, vous voyez que dans une coloration dans la bouse, les deux composants qui représentent 90% de la paille sont intacts. Comment se fait-il que la vache ne les digère pas et comment se nourrit-elle? Alors, je vous ai dit, elle a un gros ventre et elle rumine, c'est-à-dire qu'elle mâchonne dans la journée. Ce gros ventre, il est lié au fait qu'à l'entrée de l'estomac de la vache, il y a une énorme panse ou rumen qui peut mesurer qui peut avoir un volume de 150 à 200 litres et où arrive dans de l'eau qui est venue en fait de la salive, où se dépose, où s'accumule toute l'herbe qui arrive. Et en réalité, la vache, elle abrite là tout un microbiote, comme on dit, un écosystème microbien, de petites bactéries, alors c'est les petits points que vous voyez, et puis de plus gros organismes, des unicellulaires appartenant aux flagellés, qui dévorent des bactéries d'ailleurs, et puis aussi des champignons que vous ne voyez pas parce qu'ils poussent plus sur les débris. Et en fait, l'idée, c'est que vous avez ici un écosystème microbien de plusieurs centaines de millions de milliards de cellules qui prolifèrent. La vache va régulièrement régurgiter le contenu du rumen et le mâcher. Regardez, elle est en train de mâcher là, elle va avaler ce qu'elle mâche, et vous allez voir ensuite régurgiter une autre fraction de son rumen. Elle avale et elle régurgite. Alors pourquoi est-ce que la vache rumine? Eh bien, c'est une opération qui permet de fragmenter les morceaux de végétaux et d'augmenter la surface qu'ils offrent à l'attaque par des microbes. Et puis elle enduit également ces produits de salive, ce qui est en fait à l'origine de l'eau qui est dans le rumen. Cette salive est pleine de carbonates qui ont un rôle tampon et qui s'opposent à l'acidification lors de la fermentation, puisque la fermentation produit des acides acétiques, des acides propioniques, des acides butyriques qui sont acides, donc c'est un pouvoir tampon. Et puis la vache rejette aussi dans sa salive l'azote et le phosphate qui sont les déchets de son métabolisme. Chez la vache, ce n'est pas émis par l'urine comme chez nous, mais ça passe dans la salive parce que ça fait de l'engrais à microbes. Bref, bon an, mal an, la vache élève des microbes et la question c'est de quoi se nourrit-elle? Eh bien c'est simple. Cette poche fait lien à l'estomac par une zone qu'on appelle le feuillet, qui est tout simplement un filtre. Et donc, vous avez un filtre et des petites particules partent vers l'estomac. Dans ces petites particules, il y a des cellules microbiennes qui vont être digérées. Et puis, de temps à autre, accidentellement, il y a des petits morceaux d'herbe assez petits pour passer à travers le filtre
mais qui du coup vont se retrouver intactes dans les bouses puisque la plante ne les digère pas. Sa digestion est une digestion de microbes. D'ailleurs, l'enzyme dominante, qui représente plus de 10% des enzymes produites dans l'intestin, c'est le lysozyme, une enzyme qui détruit les parois bactériennes. Donc en fait, la vache ne digère que les microbes et en réalité, chaque jour, c'est plus de 3 kilos de protéines microbiennes qui assurent son alimentation. Elle récupère aussi les acides gras qui sortent du rumen et elle recycle ces acides gras, acétate, propionate, butyrate. Ça explique d'ailleurs que la vache ait une glycémie très faible. Ce n'est pas la circulation du sucre dans le sang qui est intéressante pour la vache, c'est plutôt les gaz fermentaires de son rumen qui lui servent de source de carbone. Voilà comment la vache est nourrie par des microbes et est absolument incapable elle-même de digérer l'herbe, mais rendue herbivore et capable finalement de survivre en ingérant de l'herbe grâce à ces microbes. La vache, elle est microphage. Et vous savez, cette histoire-là, elle a des conséquences sociétales parce que tout le monde s'est un petit peu énervé d'apprendre qu'on donnait des farines animales aux vaches. Mais si vous réfléchissez bien, en fait, on les donne aux rumens. Et dans le rumen, vous avez vu qu'il y avait des gros unicellulaires qui mangeaient des bactéries. Il y a des carnivores en réalité. Et donc, quand on a compris comment fonctionnait la vache, il n'est pas du tout aberrant de mettre des protéines animales dans le rumen. Ça peut nourrir ces microbes dont elle va ensuite effectuer la digestion. Et bien plus. Non seulement c'est logique, mais surtout c'est ce qu'elle fait. Vous savez que les vaches consomment de façon opportuniste des oiseaux quand elles peuvent les attraper. Alors ça, c'est peu connu, mais c'est quelque chose que les ornithologues savent. Et puis aussi, à l'accouchement, elles mangent leur placenta, ce qui fait qu'elles-mêmes ont tendance à nourrir en protéines animales les microbes de leur rumen. Et ça veut dire que finalement, cette pratique de recyclage de déchets de viande dans le tube digestif des vaches, c'est plutôt une pratique écologique, puisque ça permet de recycler et de valoriser des déchets. Et il ne faut pas confondre cette pratique-là, qui est une valorisation de déchets, avec une pratique complètement aberrante qui est issue de l'Angleterre néolibérale, qui a baissé les températures de chauffage, qui étaient des chauffages qui étaient en fait réalisés à titre préventif pour éviter la propagation de maladies, mais qui coûtaient cher. Et donc, dans l'Angleterre thatchérienne, comme on a dérégulé tout, on a notamment dérégulé la température de chauffage des farines animales que l'on donnait aux vaches, et on a laissé passer le prion, et ça a donné la maladie de la vache folle. Mais vous savez, la maladie de la vache folle, pour le coup, c'est une maladie du libéralisme. Ce n'est pas du tout une maladie liée à la pratique des farines animales qui sont pratiquées depuis le début du 19e siècle, notamment en France, et qui sont un recyclage de déchets, exactement comme quand on donne les déchets de table à des cochons. Et c'est logique, compte tenu du fait que dans le rumen, il y a des microbes qui sont en fait des carnivores, qui sont des prédateurs d'autres microbes et qui peuvent bien manger des petits morceaux de viande. Voilà. Alors, ceci étant rangé, avec le cas paroxystique de la vache, qui, elle, vraiment ne se nourrit pas sans microbes, eh bien, venons-en à l'idée que ces microbes protègent également. Et je vais vous parler maintenant de souris. Alors, les souris, c'est pratique parce qu'on sait élever maintenant des souris dépourvues de microbes. Elles sont nées par césarienne à la première génération, puis placées dans ces grandes chambres stériles où il y a de l'air stérile sous pression. Et ces souris, on les dit axéniques, de A privatif sans et xénique, xénos, l'autre, l'étranger, privé donc de bactéries, sans bactéries. Alors ces souris permettent, par des comparaisons avec des souris normales, d'établir toutes les caractéristiques. Alors ce sont des monstres, hein, c'est comme les plantes non mycorhizées, ça n'existe pas, mais ça nous permet de comprendre mieux ce que font les microbes par différence. Une souris, c'est comme l'homme, ça apporte entre 1000 et 10 000 espèces de bactéries. Vous avez ici un frottis de contenu intestinal de souris, vous voyez toutes les bactéries de toutes les formes possibles de l'intestin. Et tout comme nous, elles ont des bactéries qui les aident à digérer. Les souris xéniques, par exemple, il leur faut 30% de nourriture en plus pour se développer aussi bien qu'une souris normale. Il faut régulièrement leur donner des vitamines, ce qui veut dire qu'une partie des vitamines proviennent en fait des bactéries du tube digestif. Et puis, il y a aussi des rôles de détoxification, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'aliments qui deviennent toxiques pour les souris xéniques, alors qu'ils ne sont pas pour les souris normales. Bon, par exemple, je vous donne un exemple. Chez nous, le soja contient une toxine, la dedzéine, qu'on n'avait pas du tout découvert tant que les Asiatiques mangeaient du soja, mais qu'on a découvert quand les Européens se sont mis à manger du soja. C'est quelque chose, c'est une espèce d'analogue d'hormone, un perturbateur endocrinien,
qui perturbe l'équilibre calcique, perturbe la régulation de la pression artérielle, et puis qui est cancérigène, et qui est féminisant pour les individus masculins. Et ce perturbateur endocrinien ne faisait rien aux Asiatiques parce que tout simplement, ils ont des bactéries qui le dégradent dans le tube digestif. Donc, vous voyez ce rôle dans la nutrition, il n'y a pas que la vache, ça contribue aussi à la nutrition dans d'autres espèces comme les souris et les hommes. Mais revenons à nos souris, on s'aperçoit aussi que les souris axéniques sont moins bien protégées en cas de maladie. Et effectivement, les microbes du tube digestif ou de la peau d'ailleurs produisent des antibiotiques, sont des compétiteurs qui empêchent l'installation directement par leur présence, qui empêchent l'installation des maladies, mais aussi indirectement par une modification du système immunitaire. Je vais tout de suite vous montrer un exemple de ça, avec une expérience un peu cruelle, mais qui ne devrait pas l'être normalement. On inocule aux souris qu'on appelle la leishmania. Et ça donne aux souris, je vois que ma connexion est instable, c'est bon pour le son, on m'entend encore ? Oui, on t'entend encore. C'est bon, merci. Alors donc cette leishmaniose, ce n'est pas une maladie de souris, donc normalement les souris n'en meurent pas. Bon. Quand on inocule ça à une souris contrôle, vous voyez qu'il y a une espèce de papille de réaction qui se fait, et il y a une espèce de croûte qui se décroche en emmenant tous les pathogènes. La souris n'est pas malade. On refait la même chose sur une souris exénique. Bon, déjà, vous observez au passage que sa peau est beaucoup plus mince. Les souris exéniques, elles sont dysfonctionnelles de plein de façons, elles ne se sont pas développées normalement. Mais bon, on voit aussi que la peau s'épaissit un tout petit peu à l'endroit de la maladie, mais la maladie s'installe et commence à faire des trous, regardez. En fait, ces souris exéniques tombent malades de la leishmaniose, alors que ce n'est pas une maladie de souris. Bon, c'est un peu bête pour elles. Quand on regarde la taille des lésions, on s'aperçoit que les lésions des souris contrôle sont beaucoup plus grosses et plus capables de rejeter la maladie que celles des souris exéniques. Bien. Mais là où ça s'affine, et vous allez voir la puissance de ces souris exéniques comme modèle d'étude, c'est que pour le coup, pour les souris axéniques, on peut très bien réintroduire dans la cage des bactéries quelques jours avant d'inoculer la maladie et voir si ça suffit à les protéger. En l'occurrence, on va réintroduire un staphylocoque de la peau. C'est un staphylocoque dont chacun d'entre nous porte une centaine de millions, le Staphylococcus epidermidis. Et quand on a réintroduit ce staphylocoque une dizaine de jours avant l'inoculation, on s'aperçoit que de nouveau là, la lésion est grande, alors moins grande que dans une souris contrôle, mais quand même plus grande que dans une souris exénique, et beaucoup de ces souris ne développent pas la maladie. Quand on regarde la prolifération des lymphocytes capables de tuer la leishmania, eh bien vous voyez qu'ils prolifèrent beaucoup moins dans une souris axénique que dans une souris contrôle, mais leur prolifération remonte à un niveau normal quand on a mis sur la peau des souris quelque temps avant des Staphylococcus epidermidis. Vous retrouvez un cas où le fonctionnement du système immunitaire n'acquiert sa pleine efficacité qu'après qu'on ait mis en présence de bactéries non pathogènes le système immunitaire et plus généralement l'organisme. Attention, il ne faut pas imaginer, c'est exactement ce qui s'est passé sur le tabac tout à l'heure, et il ne faut pas imaginer que le système immunitaire s'est entraîné. D'abord, ces bactéries ne provoquent pas, le Staphylococcus epidermidis, il reste dehors, donc il ne provoque pas de réponse immunitaire, et ce n'est pas de la prémunition. C'est juste qu'il envoie des messages qui maturent le système immunitaire et le rendent plus capable de réagir ensuite spécifiquement à une vraie attaque. Et quelque part, d'une certaine façon, on a parlé là du développement du système immunitaire qui n'est complet que quand la souris a été colonisée après sa naissance par les bactéries. Mais en termes de développement, j'ai plus surprenant. Je vous propose un dispositif d'étude des souris qui est assez classique. C'est une croix surélevée dont deux branches sont entourées de hautes cloisons, dans lequel on va mettre à circuler et observer le comportement avec une caméra de souris, par exemple, d'une souris normale. Alors ça, c'est une souris avec bactéries. Et elle regarde dehors, elle se dit, on va que c'est. Elle continue d'explorer une zone protégée. Vous savez, les souris, c'est agoraphobe, photophobe, ça se... La manip avec une souris qui, pour le coup, est une souris axénique, donc sans bactéries. Elle a été déposée en... Et vous voyez que cette souris explore. Elle sort sur la partie exposée. Là, elle peut se faire bouffer par un chat ou se prendre un coup de balai. Elle se penche. Bon, c'est quand même une conduite à risque. Et on se demande si elle va enfin aller se mettre à l'abri, comme n'importe quelle souris se mettrait à l'abri. Et non.
Et non, elle ne se met pas à l'abri. Alors, vous allez me dire, bon, c'est peut-être juste qu'il y a une souris intrépide et une souris timorée. Non, ces deux souris sont de la même fratrie. Elles sont toutes les deux nées axéniques, et la première a été sortie de la cage peu de temps après la naissance et a été colonisée par des bactéries. Donc déjà, génétiquement, elles sont proches. Et si on refait ça sur des paires de souris, des paires frères-sœurs, frères-frères ou sœurs-sœurs, on s'aperçoit que les comportements, en répétant l'expérience sur des couples différents, dans l'expérience, on voit très bien que les temps de séjour au centre du dispositif ou à l'extrémité des zones ouvertes ne sont pas les mêmes, et les souris axéniques, la vidéo que je vous ai proposée représentative, elles vont plus souvent traîner dans la zone exposée qu'au centre du dispositif. Alors, les auteurs de cette étude ont fait plein de travaux. Ils ont notamment montré que les neuromédiateurs synaptiques étaient recyclés plus vite chez les souris axéniques que chez les souris normales. Et surtout, ils ont fait des fines tranches de cerveau où ils ont révélé l'activité d'un certain nombre de gènes. Et ils ont montré que les gènes du système nerveux ne s'expriment pas pareil chez les souris normales et axéniques. Ça veut dire qu'il y a des influences lointaines qui vont jusque sur l'expression du système nerveux et donc qui modifient le développement et à terme le comportement et le fonctionnement du système nerveux de ces souris. Alors voilà par exemple un marqueur de l'anxiété, un gène qui s'exprime dans des conditions anxiogènes. Les souris normales et axéniques ont été élevées dans les mêmes conditions. Vous voyez que les souris axéniques expriment moins ces marqueurs de l'anxiété, ce qui peut expliquer d'ailleurs même si ce n'est pas forcément la seule raison, ça peut contribuer à expliquer leur attitude plus intrépide. Vous avez en dessous un marqueur de plasticité synaptique, c'est-à-dire quelque chose qui est lié en fait au comportement d'apprentissage, au mécanisme d'apprentissage, et vous voyez que ce marqueur s'exprime moins chez les souris axéniques, et de fait, elles sont beaucoup plus lentes à apprendre, notamment sur quel bouton il faut appuyer pour avoir de l'eau, ou bien si vous cachez de la nourriture dans leur cage, il leur faut une semaine de plus pour aller directement à la cachette le matin, sans chercher un petit peu fébrilement partout. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a des comportements et des aptitudes différentes, mais surtout, c'est vraiment un problème développemental. Parce qu'en fait, si vous avez une souris axénique et que vous la sortez de la cage axénique et que vous la contaminez, c'est que vous fassiez ça avant la fin du développement du système nerveux. Si vous le faites après, vous aurez des changements de comportement, mais de bien moins grande ampleur, et vous pourrez toujours faire la différence entre cette souris et une souris normale. C'est réellement que le microbiote pilote le développement du système par les voies nerveuses qui vont du système nerveux central à l'intestin et vice-versa. On sait aussi qu'il y a des molécules émises qui sont des molécules qui vont aller jusque dans le système nerveux central et modifier son Monsieur développement Sellos, et aussi on vous entend son plus. fonctionnement. Ensuite, aller porter ces modifications. C'est bizarre. Et maintenant, est-ce que ça revient? Oui, là, c'est revenu. Allô, allô? Oui, c'est revenu, là, c'est bon. Ah. Regarde quelle connexion j'ai. Bon, c'est la meilleure que j'ai là. C'est qu'effectivement, on peut Là, on vous a prendre une souris, c'est à la fois la voie nerveuse, la voie humorale, c'est-à-dire ce qui circule dans le sang, des messages qui circulent dans le sang, et les cellules du système nerveux qui patrouillent dans l'organisme et qui peuvent être modifiées lors de leur passage dans l'intestin par les microbes qui sont là, et porter ces modifications et induire des changements dans le système nerveux central. Voie humorale, voie nerveuse et voie immunitaire. Alors, et nous c'est pareil. Et il y a aussi une preuve en creux du rôle. Vous savez qu'on a quand même pas mal réussi à vaincre les maladies transmissibles avec de la vaccination, avec de l'hygiène, au rayon, rougeole, tuberculose. On a réussi à juguler largement ces maladies en Occident. Peut-être que vous pourriez couper votre caméra pour que ça aide la bande passante, parce ça coupe pas mal en fait de notre côté. Non, ça n'a pas changé mon flux. Ça n'a pas changé mon flux parce que
j'envoie Là, je pense qu'on vous a perdu. bon, c'est ça. Alors, donnez-moi un instant. Et on va continuer cette histoire en parlant un petit peu de nous et de ce qui nous arrive à l'époque moderne. C'est bon, vous m'entendez? Alors, oui, là, c'est bon. Bon, alors donc, normalement, là, on a changé de réseau, on n'aurait pu avoir de problème. Ça va nous prendre un petit peu. Voilà, je suis désolé que ça nous ait pris un peu de temps. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Alors, dans le même temps où on est tiré de ces maladies, on voit exploser 3 grands types de maladies. D'abord, les maladies du métabolisme, diabète de type 1, diabète de type 2, obésité. Ensuite, les maladies du système immunitaire, asthme et allergie, où le système immunitaire réagit trop fort. Maladie de Crohn ou sclérose en plaques, toutes ces maladies où le système immunitaire attaque l'organisme et qu'on appelle collectivement les maladies auto-immunes. Donc des maladies du système immunitaire qui s'ajoutent aux maladies du métabolisme et puis aussi des maladies du système nerveux. Autisme, multiplié par 3 en 10 ans. Un enfant sur 150 naît aujourd'hui autiste en Europe. C'est catastrophique. Mais aussi des maladies du système nerveux avec l'âge, Alzheimer, Parkinson. Dans toutes ces maladies, j'ai bien dit toutes ces maladies, quand on regarde la composition du microbiote du tube digestif des individus malades et qu'on le compare aux individus sains, on s'aperçoit de 2 choses. Petit 1, ce n'est pas les mêmes espèces. Et petit 2, il y a moins d'espèces. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est une cause ou une conséquence? Eh bien, pour toutes les maladies, et j'insiste vraiment là-dessus, pour toutes les maladies que j'ai citées, il y a au moins une expérience en milieu hospitalier qui montre que quand on donne le microbiote d'un individu sain au malade, les symptômes régressent. Les symptômes régressent, mais, petit 1, ils ne régressent pas complètement, et petit 2, ils reviennent rapidement. Et quand on regarde l'évolution du microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des microbes qu'il y a dans le tube digestif des gens qui ont été traités, lors du transfert, vous retrouvez toutes les bactéries du donneur, mais petit à petit, ça dérive vers un retour à la constitution originelle, à la composition originelle du microbiote. C'est tout le monde? Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a d'autres causes, mais l'une des causes, et peut-être celle sur laquelle on peut agir, et qui demain aussi sera sans doute un moyen de faire des diagnostics précoces, c'est le microbiote. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est trop propre aujourd'hui. Et notre microbiote s'appauvrit, et chez certaines personnes et dans certaines façons, dans certaines conditions de vie, dans certains environnements, ça débouche sur ces maladies de la modernité qui toucheront 1 occidental sur 4 en 2025, c'est-à-dire demain. On est trop propre, on mange proprement, on a un environnement propre, on se lave tout le temps les mains. Alors, c'est bien contre les maladies, mais le problème, c'est que ça engendre ces maladies parce que nous perdons des espèces et nous finissons par perdre des fonctions de ces espèces. En réalité, on peut dire qu'aujourd'hui, l'écroulement de la diversité dans notre tube digestif à cause de notre hygiène excessive et dans notre microbiote en général, c'est l'endroit où l'écroulement de la biodiversité nous abîme le plus. Il va falloir retrouver ce que moi j'appelle de la saleté propre, c'est-à-dire ce degré de contamination par des microbes qui est plus propre à nous maintenir en bonne santé qu'une asepsie totale ou poussée. Et pour terminer sur l'homme, j'aimerais vous montrer quelque chose qui signe notre profonde dépendance à la colonisation par les microbes. L'enfant naît du ventre maternel complètement stérile. Il est colonisé par des microbes plus tard. Les premiers microbes sont ceux qui vont le coloniser lorsqu'il passe dans le vagin. Les suivants sont ceux qui le colonisent quand il touche la peau maternelle. Mais ne vous leurrez pas, je ne vous ai pas montré cette image pour vous suggérer que c'était le moment où des microbes rentraient dans la bouche et puis dans le tube digestif du bébé. En réalité, les bébés, ils pleurent souvent, et ils pleurent souvent parce que ces tout petits os, ils n'ont pas de bactéries dans le tube digestif. Donc, déjà, ils digèrent mal. Et ça fait mal au ventre. Et deuxièmement, ils attrapent facilement des bactéries indésirables, et souvent des diarrhées, parce qu'ils ne sont pas protégés. Et bien oui, il leur manque des bactéries.
Donc, cette image un petit peu des bébés qui pleurent, ce n'est pas simplement qu'ils ont faim ou qu'ils se sentent seuls, c'est souvent qu'ils ont tout simplement mal au pied parce qu'ils n'ont pas de microbes. Or, dans le lait maternel, dans le lait maternel, il y a, et ce n'est pas étonnant, énormément d'eau. Et dans la partie solide, il y a beaucoup de lactose, un sucre dont on reparlera, qu'il y a dans le lait de tous les mammifères, des lipides, très bien, c'est normal, des protéines, on s'en doute. Mais bien avant les protéines, le troisième composé par ordre d'abondance dans la matière sèche du lait, ce sont des oligosaccharides du lait maternel. Alors voilà leur formule, ils sont assez compliqués, et en réalité, ils ont posé aux médecins deux problèmes. Le premier, c'est qu'on ne sait pas les synthétiser, donc on n'en met pas dans les laits synthétiques. Et le deuxième, c'est que l'enfant ne les digère pas, donc on ne sait absolument pas ce que ça fait là. La médecine a conclu un petit peu vite que ça ne servait à rien. N'importe quel évolutionniste sait qu'une molécule coûteuse à produire, si elle n'a pas de rôle, eh ben elle disparaît. Les premiers mutants qui ne la font pas n'en ont plus. Et donc, pour tous les évolutionnistes, il était évident que ça avait un rôle, et les médecins se marraient en disant que ce n'était vraiment pas la peine de s'emmerder à en foutre dans le lait. Et la conclusion de cette histoire, c'est qu'en fait, on a découvert que ces oligosaccharides, eh bien, figurez-vous que ce sont des aliments pour les bifidobactéries. Et que les bifidobactéries, c'est la chose qui peut le plus rapidement possible aider à la digestion et coloniser le tube digestif, et surtout, que ça a des tas de rôles positifs pour minimiser les états inflammatoires dans tout l'organisme et accélérer le développement du système nerveux. Et bien voilà, dans le lait, il y a 15 grammes par litre d'aliments pour les bactéries. Si après une idée comme ça, vous n'êtes pas persuadé qu'effectivement nous avons un besoin pressant de bactéries, et vous découvrez qu'il y a encore des bactéries derrière une image comme ça. C'est à la fois une image de la colonisation du nouveau-né par des bactéries, mais aussi d'un moment où la maman donne des aliments aux bactéries. Voilà, et alors, petite citation de Pasteur. Pasteur avait, dans une discussion après un exposé à l'Académie des sciences, écrit que, que souvent, dans les discussions au laboratoire, il a parlé de l'intérêt qu'il y aurait à nourrir un jeune animal dès sa naissance avec des matières nutritives pures, c'est-à-dire privées artificiellement et complètement de microbes. Et il dit qu'il ferait cette manip s'il avait le temps. En fait, il dit surtout s'il était plus jeune, parce qu'il n'est plus très jeune à l'époque. Bon. Il entreprendrait cette étude avec la pensée préconçue, avec l'hypothèse, diriez-vous, que la vie dans ces conditions deviendrait impossible. Ça fait quand même longtemps que les microbiologistes se disent qu'on ne peut pas vivre sans microbes. Eh bien, cette supposition de Pasteur est maintenant avérée. Mais là où Pasteur n'avait pas vu l'étendue du propos, c'est qu'il y a aussi tout un tas d'aspects, de gestes, de traits civilisationnels qui ne s'expliquent et qui ne sont possibles qu'avec des microbes. Alors là, je vais avoir besoin de vous, les amis. Si vous n'êtes pas morts d'ennui ou en train déjà de regarder vos mails ou de faire autre chose, si je ne vous ai pas complètement abattu, je vais arrêter le partage. J'aimerais que vous me disiez, sur cette image de petit déjeuner que je vous ai montré, que je vais remettre à l'écran, j'aimerais que vous preniez la parole et que vous me disiez où sont les aliments fermentés. Parce que là, il y a des microbes. Et puis après, on verra l'intérêt qu'ils soient fermentés. Alors, je vous remets l'image et vous me dites, alors, partagez l'écran. Voilà. Je vous remets l'image et vous me dites où sont les aliments fermentés. Allez, je vous écoute. Est-ce que quelqu'un a un aliment fermenté à proposer sur cette image? C'est un aliment qui a été préparé avec des microbes. Comment se fait-il que je ne vous entende pas? Eva, les gens peuvent parler ou ne peuvent pas parler? Ah, tout le monde est muté. Oui, donc ils mettent dans le chat. Et donc il y a eu comme réponse le pain, les yaourts, le fromage. Très bien. Quoi d'autre? Le thé. Tout, dit quelqu'un. Non, c'est plus subtil. Alors oui, le thé, oui. La pêche, les fruits, non, ils sont frais. Ils ne sont pas encore pourris, donc c'est bon, eux, ils sont frais. Le jus de fruits aussi. Le pain, les yaourts, le miel n'est pas fermenté, l'œuf n'est pas fermenté, le thé est fermenté. Et puis, il y a un truc que tout le monde oublie, le beurre, exactement, le beurre. La différence du beurre et de la crème fraîche, c'est que le beurre, il est un peu fermenté. Le couteau n'est pas fermenté, non, Guillaume, le couteau n'est pas fermenté. Mais le pain, bien sûr, est fermenté, et les fromages aussi. Mais le beurre, c'est de la crème fraîche fermentée, ce qui explique deux choses, que ça provoque une coagulation protéique qui fait que c'est plus ferme, et puis surtout, ça donne cette petite odeur qui vient en fait d'un produit fermentaire, le diacétyl, qui est un produit classique des lactobactéries et qui donne l'odeur du beurre, quoi. Petite odeur de noisette. Bon, ben voilà. Alors, la question, c'est
Pourquoi on fermente? Alors, moi, j'aimerais aborder cette question en mettant les choses au carré, quoi. Quand les gens ont commencé à fermenter tous ces aliments-là, c'est des vieux aliments, à l'époque, on ne mangeait pas à sa faim. Et quand un aliment est fermenté, il y a quand même une partie de l'aliment qui est transformée en CO2, en gaz volatile. Il y a de la perte. Parce que la vie des microbes, ils font de l'énergie, ils respirent ou ils fermentent et ils provoquent la formation de gaz qui sont perdus. Donc, on a commencé à fermenter à un moment où on ne mangeait pas assez, et ça, c'était un peu une catastrophe parce que pour le coup, on a nourri des microbes. Alors, je voudrais vous montrer qu'à l'époque où on a commencé à fermenter, on n'avait pas le choix parce que les aliments étaient toxiques. Microbes et laitage. Vous avez repéré qu'il y a des Français et des gens, en général, qui ne supportent pas le lait. Parce qu'en fait, ils ne digèrent pas le lactose. Si vous ne coupez pas ce sucre en deux, vous ne l'assimilez pas. Il ne rentre pas dans l'organisme. Vous allez me dire, c'est pas grave, il reste dans le tube digestif. Oui, mais dans le tube digestif, il y a des bactéries qui le fermentent. Et là, ça fait plein de dérivés acides, des acides pyruviques, des acides lactiques, des acides acétiques, qui vont avoir deux effets, comme il y en a beaucoup. Ils vont attirer l'eau et ça va vous donner la diarrhée. Et comme ils sont acides, ils vont abîmer la paroi de l'intestin. Ce qui fait que quand on ne digère pas le lactose, ce qui est le cas de tous les mammifères à l'âge adulte, on ne boit pas de lait. Et ça, on a oublié parce qu'en fait, au cours de notre évolution, dans certaines civilisations, pas toutes, le fait qu'on ait du lait a sélectionné les gens qui étaient capables de le digérer, les mutants qui étaient capables de le digérer à l'âge adulte. Quelque part, les 36% de Français qui digèrent mal le lait, ils nous racontent l'état normal des mammifères. Remontons au tout début de la domestication des bovins. Donc, on est quelque part au début du néolithique. Et quand on étudie la composition génétique des os des gens qui ont des vaches, et vous allez voir qu'il est trait, on s'aperçoit qu'ils sont intolérants au lactose à l'âge adulte. Bon, alors on se demande pourquoi ils traient les vaches. Comment on sait qu'ils traient leurs vaches? On le sait parce qu'on trouve des poteries qui ont la caractéristique d'être bourrées de petits trous. Est-ce que quelqu'un pourrait dans le chat nous dire, pour le coup, s'il a une idée de à quoi peut servir un pot en terre avec plein de trous comme ça? Filtrer, ouais, filtrer quoi? Mais ça sert à faire des faisselles, les amis. Vous faites coaguler le lait, vous laissez s'écouler le petit lait qui va emmener plein de lactose, et puis vous faites continuer à fermenter ce qu'on appelle le caillé, c'est-à-dire ce qui va donner le fromage, et là, les bactéries continuent, par leur fermentation, d'éliminer le lactose dans la partie qui est restée. En fait, faire du fromage, ça a d'abord été une façon de détoxifier le lactose pour ceux qui ne le digéraient pas. Et c'est vrai qu'on a un petit peu oublié ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir du lait à sélectionner les gens capables de le boire directement, on a un petit peu oublié ça. En plus, quand on boit du lait, on a un avantage, c'est qu'on le boit tout de suite, donc on ne peut pas se le faire voler. Et deuxième chose, on le boit entièrement, quoi. Il n'a pas servi à nourrir des microbes qui ont émis des gaz, il n'y a pas eu de perte de masse. Alors voilà, une autre fabrication. Cette fois-ci, on n'est pas obligé de filtrer le petit lait, mais on perd quand même de la masse parce qu'on nourrit des microbes. C'est le yaourt, fait avec des lactobacilles et des streptocoques. Et vous voyez qu'en fait, historiquement, et ça on l'a oublié un petit peu, on n'aurait pas pu avoir accès au laitage si on n'avait pas eu des microbes. Mais en plus, le fait de fermenter et le fait qu'il s'installe des microbes, ça va avoir d'autres effets positifs. Je vous montre ici une belle croûte de Saint-Nectaire qui n'a pas été tripotée. Vous voyez très bien les champignons qui font une véritable fourrure protectrice. Cette fourrure protectrice, elle a notamment un effet contre des bactéries indésirables comme la listeria, l'agent de la listériose qui peut tuer des individus un peu faibles ou provoquer des avortements si jamais on l'ingère en grande quantité. Alors regardez, là on a une culture de listeria qui est cultivée toute seule, la listérie, pendant 30 jours. Vous avez les ordres de grandeur ici, les log 10 de développement. Vous voyez que sur 30 jours, cette bactérie se multiplie 1 million de fois quand elle est seule dans le milieu de culture. Bien. On va rajouter dans le milieu de culture des mélanges de souches qui sont utilisés sur des fromages pasteurisés. Vous savez, c'est les fromages où on a tué tous les microbes, puis on réintroduit quelques microbes qui vont faire la pâte et la croûte. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais c'est la chaussée aux dieux ou la caprice des moines, hein, pour le coup. Ces mélanges de souches industrielles réduisent un tout petit peu la croissance quand ils sont co-cultivés avec la listeria. Mais vous voyez que la listeria se multiplie quand même pratiquement 1 million de fois. Maintenant, on retourne dans la cave où il y avait le Saint-Nectaire dégueulasse, là, on racle sa croûte, on introduit l'ensemble de ces microbes qui sont les microbes issus de la cave et du lait
puisqu'il s'agit c'est un nectaire fermier qui est au lait cru. Et là, vous voyez que la multiplication de la listeria, en présence de toutes les souches qu'on peut gratter sur un nectaire, elle est diminuée d'un facteur 100. Voilà, donc l'aliment, il est plus sain. Ça vous rappelle la saleté propre. Hein. Il y a un moment, une contamination, elle empêche que l'aliment soit abordé par les microbes indésirables. Alors, dans les aliments qui nous ont été rendus accessibles par les microbes, on ne le réalise pas non plus parce que maintenant, la sélection moderne a sélectionné des plantes qui n'ont plus ces traits-là, mais il y a des toxicités cachées des plantes. Les plantes sont toxiques et, pour prendre un premier exemple, l'ensemble des céréales, le riz domestiqué en Asie, le maïs domestiqué en Amérique, ou encore l'orge et le blé domestiqué au Moyen-Orient, contiennent des phytates. Ce sont des formes de réserve du phosphate, où le phosphate est fixé sur un inositol. Donc, c'est une sorte de gros polyphosphate, une grosse molécule, et qui a un double avantage. D'abord, le phosphate, quand il est comme ça, il est peu soluble. Et du coup, ça évite qu'il soit lessivé par l'eau lors de la germination de la graine. Ça permet de garder cette réserve. Mais il a un deuxième avantage, qui est lié à sa capacité à se lier aux cations divalents, calcium, magnésium, fer. D'abord, il retient ça, et donc il retient aussi ces ions-là dans la graine. Mais deuxièmement, quand vous mangez ça, eh bien, en fait, si vous n'avez pas les enzymes, les phytases qui dégradent le phytate, vous ne pouvez récupérer ni le phosphate, ni le magnésium, ni le fer, ni le calcium. Bien plus, comme il reste des charges négatives libres, le fer, le magnésium et le calcium que vous avez absorbé par ailleurs dans votre bol alimentaire se fixent sur les phytates et vous vous déminéralisez. On sait que lors de l'invention des céréales, lors du début de la culture des céréales, les Européens ont perdu 15 cm. Simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir assez de sels minéraux pour grandir autant qu'avant. C'est d'ailleurs sans doute une des raisons de la petite taille des Asiatiques, une adaptation au phytate du riz. Donc il y a plein d'exemples archéologiques qui montrent que lors de la domestication des céréales, les phytates exercent une toxicité par le biais d'une moindre disponibilité des minéraux. Et comment fait les gens pour manger des phytates sans avoir de gros problèmes de squelette? Ils ont des problèmes de squelette, mais ils ne sont pas trop gros. Eh bien, ils font du pain au levain. Et dans le pain au levain, pour le coup, vous avez en plus des levures, des lactobacilles, qui donnent d'ailleurs l'acidité fermentaire qu'on trouve dans le pain au levain, qui est toujours plus acide, qui ont des phytases, ce qui leur permet à elles-mêmes d'arriver à dégrader les phytates et libérer le phosphate et aussi tous les cations. Bon. Du coup, quand vous cuisez votre pain au levain, eh ben, la minéralité est en grande partie redevenue biodisponible. À vous. Faire du pain, c'était une façon de détoxifier les céréales. Alors, c'est un peu inattendu, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout une façon de manger le pain. Le chou, c'est la même chose. Le chou sauvage est toxique, cancérigène, et d'ailleurs, en fait, imbouffable. Il est bourré de composés qu'on appelle des glucosinolates. Et en fait, pour le coup, les glucosinolates, il y en a une grande variété qui diffère par le radical qui est ici. Et en fait, aujourd'hui, on a sélectionné des choux qui ne contiennent plus que des glucosinolates aromatiques, qui donnent le goût du chou, mais qui sont plus toxiques. Les glucosinolates, pour vous fixer les idées, c'est ce qu'on trouve dans toutes les plantes de la famille du chou, moutarde, wasabi, radis, réfort, roquette, tout un tas de choses qui ont des goûts très très forts, des goûts de molécules soufrées très forts. Alors en général, les formes comestibles, les glucosinolates ne sont pas toxiques, mais en fait, dans les formes de choux sauvages, aujourd'hui, non seulement c'est toxique, mais en plus c'est imbouffable. Alors, c'est vraiment très très mauvais au goût, le chou sauvage. Du coup, je ne sais même pas comment les gens ont commencé à manger du chou, mais ce qui est certain, c'est qu'ils se sont débrouillés notamment en faisant de la choucroute, où les glucosinolates qui sont toxiques pour les bactéries sont immédiatement dégradés par les bactéries. Et d'ailleurs, la choucroute n'a pas le goût de chou, parce que même les glucosinolates qui donnent le goût de chou sont dégradés, bien qu'inoffensifs, et ça vous donne de la choucroute qui contient, même en plein hiver, même quand le produit a perdu ses propres vitamines, qui contient des cellules vivantes, de leuconostoc et de lactobacilles, dans lesquelles il y a des vitamines. Et pour le coup, c'est un exemple des aliments fermentés qui donnent des vitamines en toute saison. Vous savez, le yaourt est une source de vitamine B, et de vitamine B de bactéries. Le natto, le natto qui est le soja fermenté, est une très bonne source de vitamine K, une vitamine qui intervient dans la coagulation sanguine. Et d'ailleurs, cette histoire de choucroute nous ramène au fait que les navigateurs européens ont été capables de traverser l'Atlantique. C'est pas grâce aux vitamines de leur réserve, c'est plutôt parce que
ces navigateurs, ils emportaient du chou, et la vitamine C du chou, ça leur assurait de ne pas crever du scorbut en route, c'est-à-dire d'un déficit de vitamine C. Donc la boucle est bouclée, et vous voyez qu'il y a tout un tas de traits civilisationnels qui sont en fait basés sur des microbes, et que les chemins de l'évolution culturelle ont repris les chemins de notre évolution biologique en mobilisant des microbes pour se nourrir, et notamment pour digérer, pour faire des vitamines, mais aussi pour protéger les aliments des microbes indésirables, exactement des fonctions que l'on retrouve dans notre organisme. Ça, c'est l'image d'un petit déjeuner de chez nous. Dans toutes les civilisations, on a des petits déjeuners où la présence fermentaire est patente. Poisson fermenté, alors vous pouvez trouver que c'est dégueulasse comme idée, mais en fait, ça a le goût de fromage, donc c'est pas mauvais. Soja fermenté, le fameux natto riche en vitamine K. Bonite fermenté, là, c'est du thon fermenté, ici, et puis en plus, ici, un thé noir fermenté. Donc ça, c'est dans toutes les civilisations, on retrouve cette évolution culturelle qui mobilise également des microbes. Et pour le coup, on voit que l'essentiel est invisible pour les yeux, aussi bien la physiologie des organismes qui nous entourent, à commencer par nous-mêmes, et un certain nombre de traits de l'évolution culturelle, civilisationnelle qui nous fait, c'est dû au fait que toutes ces structures que vous observez ne sont jamais seules, elles sont toujours accompagnées de microbes. Alors, Jamais seul, c'est le titre d'un livre que vous auriez peut-être envie de lire du coup. Mais pour le coup, ce que je voulais vous dire à travers ce message, c'est que les microbes sont présents partout. Quand on cherche la cause des maladies, on trouve des microbes, oui. Mais quand on cherche la cause de la bonne santé et de tout un tas d'autres phénomènes quotidiens et normaux, on trouve aussi des microbes, parce qu'il y a tellement de microbes partout que l'évolution aussi bien des organismes que des civilisations a fini par recruter des microbes pour remplir des fonctions. Voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour l'ensemble de cette présentation. C'était très intéressant. Donc, on a une première question. Quelles sont les bonnes pratiques agricoles pour profiter des synergies entre plantes, champignons et bactéries dont on comprend l'importance grâce à vos travaux? Oui, alors je n'ai pas trop parlé de ça, mais effectivement, c'est quelque chose dont je parle dans mon livre, et puis aussi dans un livre qui vient de sortir il y a 2 semaines, un livre sur les sols qui s'appelle L'origine du monde. Aujourd'hui, on met des engrais minéraux. Donc la racine peut prélever, parce qu'ils sont présents en abondance, ces molécules, et elle a tendance à moins échanger avec le champignon, qui est plus cher, parce qu'il faut lui donner du sucre. Donc, quand une racine peut prélever directement les choses, elle n'interagit plus avec les champignons. Alors vous allez me dire, c'est pas grave puisqu'on a mis des engrais. Bon, vous savez que les engrais, il y a quand même un problème, c'est qu'ils ont tendance à partir dans les eaux et à provoquer des phénomènes d'eutrophisation. Et puis en plus, les engrais, les fabriquer, ça coûte du CO2. Notamment le nitrate, il vient en fait par oxydation avec beaucoup d'électricité de l'azote atmosphérique. Le phosphate vient par bateau du Maroc ou de plus loin. Donc on peut ne pas aimer les engrais, mais on peut se dire, bon, bah, ça nourrit les plantes. Sauf que comme elles sont moins mycorhizées, elles sont moins protégées par leurs champignons. Et donc, de façon insidieuse, ça augmente la dépendance aux pesticides parce que la plante est moins bien protégée. Et donc, on va mettre des fongicides. Ces fongicides vont abîmer les champignons mycorhiziens aussi. Et donc, vous allez devenir encore plus dépendant des engrais et des pesticides. Ça, c'est le cycle de dépendance aux pesticides et aux engrais, donc aux intrants en général de l'agriculture traditionnelle. Il faut maintenant changer ça. Mais vous comprenez bien qu'il faut à la fois changer nos pratiques, mais en même temps, ce n'est pas les mêmes variétés qui vont marcher. Et deuxièmement, il faut trouver les nouveaux gestes avec des engrais plus doux, comme les engrais organiques, qui sont les engrais historiques de l'agriculture, pour faire ça. Or, les engrais organiques, c'est quoi? C'est des déchets de la ville. Mais aujourd'hui, les déchets de la ville sont souvent mélangés. On ne peut pas les mettre dans les sols. Ils sont mélangés de plastique ou de métaux lourds. Et puis, ça peut être les déchets des animaux, mais le problème, c'est qu'on a fait une agriculture où les zones d'élevage sont séparées des zones d'agriculture. Du coup, ça ne marche plus. Vous voyez qu'il faut vraiment repenser vraiment l'agriculture et que oui, utiliser plus les champignons mycorhiziens, c'est une solution pour demain et c'est ce que l'agriculture conventionnelle a un peu détruit, mais ça ne se fera pas en un jour. Il y a besoin de recherche et il y a besoin notamment que des jeunes chercheurs s'y intéressent. Ça tombe bien, il y a des thèses là-dessus. On a une autre question. Alors, c'est toi, ça va être à l'oral. Il faut juste... Normalement, je vais donner la parole. Oui.
Alors, donc, d'abord, merci pour la conférence, c'était vraiment super intéressant. Alors, moi, j'aurais deux questions. La première, c'est donc, a priori, dans les microbiotes, tous les microbes sont bons à prendre, mais je voudrais savoir s'il existe des microbes qui peuvent au contraire être nocifs pour nous. Par exemple, je sais pas moi, dans les intestins, si on a des microbes qui transformeraient le sucre en alcool et qui nous empoisonneraient par le même effet. Et Alors, ouais, allez-y. l'idée, c'est de craindre qu'on ait des microbes dont les produits fermentaires soient toxiques. Hein. C'est ça? Je comprends bien? Oui, c'est ça. Alors, bon, en fait, nous, on est adapté aux acides gras volatiles de nos microbes. Dans le corps humain, une partie de ces acides gras, bon, c'est eux qui font l'odeur des flatulences, hein, mais une partie des acides gras fabriqués sont réutilisés, ils passent dans le sang, ils sont réutilisés. Le foie refait du sucre. Le butyrate, qui est un truc qui pue vraiment pour le coup, est utilisé par les cellules de l'intestin pour faire de l'énergie. Et au total, on pense que 5 à 10% de nos ressources énergétiques sont couvertes par ces acides gras volatiles. Donc on est adapté à ça. D'accord? Il y a peu de fermentation alcoolique. Ça arrive. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool et qui ont une alcoolémie légèrement positive. C'est léger, hein, et ça vient des microbes de leur tube digestif, mais on a peu de fermentation alcoolique. D'accord? Alors après, néanmoins, il y a des acides, il y a des produits fermentaires qui sont moins bons que d'autres. Et on pense en particulier qu'une des choses qui intervient dans les rôles du microbiote pour favoriser, quand il est anormal, hein, des microbiotes des tubes digestifs d'autistes, il y aurait notamment un certain nombre de produits fermentaires. C'est des acides un petit peu compliqués. Hein. Le nom ne me revient pas exactement d'ailleurs à l'instant, mais ces acides gras-là auraient tendance à perméabiliser, à rendre plus perméable la membrane hémato-ménagée et à donc laisser l'entrée de plus nombreuses toxines dans le système nerveux des gens atteints d'autisme. Bon, je ne sais pas, sur l'autisme, les mécanismes exacts sont mal connus, mais il y a quelques produits fermentaires qui ne sont pas bons et il semblerait que, notamment, ils soient impliqués dans les effets autistogènes du microbiote. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, merci. Et donc, si je peux également poser une deuxième question, je voudrais pas non plus monopoliser trop la parole, Bien mais sûr, non, mais pas de problème. je vois ça. C'est une question un peu naïve et je m'excuse peut-être un peu de la poser. C'est le Non, non, physicien en il n'y moi. a pas de mauvaise question. Non, 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 au contraire. Il n'y a pas de Donc, mauvaise question. c'est le physicien en moi qui s'exprime. Euh, donc, tout à l'heure, on disait en fait que les souris qui avaient des bactéries sur la peau avaient un meilleur système immunitaire. Est-ce que ça veut dire que la légende un peu urbaine qui raconte que moins on se lave, meilleur est le système immunitaire est vraie ou pas du tout? Alors, je viens de découvrir un truc un petit peu ennuyeux, les amis, c'est que mon train a été supprimé, il faut que je prenne le précédent. Donc, on arrête, ça va être chaud, on arrête dans 5 minutes, désolé. Et du coup, je n'ai pas bien entendu la question. Je suis désolé, les trains supprimés, ce n'est pas fréquent, mais là, c'est... Ok, ok. Donc la question c'était juste, Je suis désolé, hein, ça c'est un rapidement, truc imprévu là. Hein. est-ce que moins on J'ai se lave, même... meilleur est le système immunitaire ou pas du tout? Oui, encore. Est-ce que Parce que là, moins on se lave, meilleur est le système immunitaire ou pas du tout? on ne sait pas ça. En fait, on ne sait pas ça. Ce que l'on sait par contre, c'est que les bactéries qui se développent sur les fibres, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger des fibres, bien sûr, ça améliore le transit digestif, mais ce n'est pas le seul mécanisme. Les bactéries qui se développent sur les fibres fabriquent du butyrate. D'accord? Et le butyrate est un régulateur du système immunitaire. Il évite les états inflammatoires. D'accord? Mais après, on n'a pas aujourd'hui de nom de bactéries à donner aux gens recommandés qui vont réguler le système immunitaire. Le conseil qu'on donne plutôt, c'est que les populations vont être plus favorables à un bon fonctionnement du système immunitaire, pas trop inflammatoire, inutilement inflammatoire. Hein. On le favorise avec des fibres. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. Alors, Une autre sinon, question. oui, il restait deux questions dans le chat. Alors, et la première, c'était quel est le rôle des bactéries dans la synthèse de la vitamine B12?
Est-ce bien des bactéries qui produisent cette vitamine dans l'estomac des vaches? Oui, et des hommes aussi, et des souris aussi, oui. Et pour la deuxième question, c'est dans quelle mesure arrive-t-on à manipuler les microbes, par exemple pour inoculer les bons micro-organismes dans notre nourriture et en extraire les mauvais? Ça, on ne sait pas encore faire. On ne sait pas encore faire bien. Et tous les probiotiques qu'il y a en pharmacie, ce n'est pas une réglementation qui est celle des médicaments. Donc, en fait, c'est des produits, il n'y a pas de notice technique, il n'y a pas de prescription. Et il y a des produits qui sont sérieux, puis il y a des produits qui sont juste des poudres de perlimpinpin. Mais on trouve des probiotiques. On a même des probiotiques à prendre dans la bouche. On en a. On commence à avoir des crèmes à Staphylococcus epidermidis contre l'eczéma, qui est une prolifération de staphylocoque doré la plupart du temps, parce qu'il y a une dérégulation du microbiote. On a même des tampons applicateurs vaginaux pour réguler la flore vaginale. Et tous ces trucs-là, ce n'est pas toujours basé sur de la littérature scientifique très sérieuse. Et il y a un mélange de trucs très sérieux et de choses qui, en l'absence de réglementation, sont juste des poudres de perlimpinpin qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne sont pas forcément bonnes. Et c'est pour ça que dans le monde, cet été, avec un ami, Joël Doré, on avait dit qu'aussi bien pour les inoculations de bactéries ou de champignons sur des plantes, comme les mycorhizes, que les probiotiques, comme on les appelle, c'est le nom qu'on donne à ces bactéries qu'on prend nous dans l'alimentation pour se les inoculer, que pour les probiotiques humains, on avait un besoin urgent d'une réglementation. Mais ça vient. Simplement, l'industrie commence à faire les choses avant qu'on sache exactement comment ça marche et qu'est-ce qu'il faut faire. Aux États-Unis, il y a des bactéries qui sont censées, et expérimentalement, ça a l'air de marcher. Mais est-ce qu'elles s'installent? Est-ce qu'elles ont vraiment cet effet-là? Est-ce qu'elles n'ont pas d'effet secondaire? On ne sait pas. Mais il y a des bactéries qu'on appelle les psychobiotiques qui permettent d'être plus en forme intellectuellement, d'être plus positif et moins stressé. Alors, c'est montré par des expériences que ça, à ce rôle-là, on ne connaît pas les effets secondaires de ces bactéries. Elles peuvent avoir d'autres effets inacceptables. Et c'est déjà vendu dans le commerce sous le nom de psychobiotiques aux États-Unis. Et c'est un peu tôt, mais clairement, c'est un espoir. Je suis désolé, je vais aller finir ma valise là parce qu'il faut que je sois à Gare de Lyon dans 3 quarts d'heure. Et j'avais vraiment prévu d'avoir plus de temps avec vous. Je suis vraiment désolé. Une question encore, peut-être une dernière? Alors, on a une dernière question. Connaît-on la production d'azote des azotobactères du sol? Est-ce suffisant par rapport aux engrais azotés utilisés traditionnellement? Alors, en fait, c'est vrai que la fixation d'azote, c'est plus lent. Et dans les sols, les bactéries qui font ça, elles le font lentement. Celles qui sont très efficaces et que l'homme manipule depuis des millénaires, c'est celles qui sont associées aux racines des trèfles, des luzernes, de toutes ces plantes qu'on appelle les légumineuses, dont on mange les graines parce qu'elles sont riches en azote et riches en protéines. On parle de protéagineux. Et en fait, ce qu'il faut, c'est cultiver soit en mélange, soit en interculture, vous voyez, pendant la période d'hiver où le sol se repose, soit avec des jachères d'1 an ou 2. Il faut régulièrement recultiver ces plantes-là qui vont, par leur photosynthèse, nourrir efficacement les bactéries fixatrices d'azote et laisser leur biomasse en place. Et là, pour l'azote, on peut effectivement, voilà. On compte, il y a un papier très négatif qui est passé il y a quelques temps qui dit que l'Europe peut se nourrir avec des engrais verts, qu'elle peut, avec des engrais verts, couvrir 80% de ses besoins. Le papier est discuté par certains autres auteurs qui pensent que non, mais en tout cas, les engrais verts, c'est ces plantes qui élèvent des rhizobiums, donc des bactéries fixatrices d'azote. C'est elles qui sont efficaces, beaucoup plus que les bactéries libres dans le sol, qui sont bien occupées à se nourrir en carbone et qui, du coup, ont moins d'énergie à consacrer à la fixation d'azote. Bon. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Je suis désolé, j'aurais voulu rester un peu plus, mais là, je vais aller engueuler la SNCF. Donc, je file. Pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons terminer cette conférence. Donc, je me permets juste de redire que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on a un Facebook, une page Facebook, on a un Instagram, on a un LinkedIn. On a donc pas mal de conférences prévues pour ce cycle de conférences qui s'étalera durant toute l'année, donc 2021-2022, en passant par 5 thèmes. Donc, pour l'instant, on est dans le thème d'alimentation. On passera ensuite dans le thème habitat. On passera par hygiène et beauté, les déplacements et enfin la thématique du divertissement. Donc voilà, donc on espère vous revoir tous pour nos prochaines conférences et pour nos prochains événements. Merci beaucoup.